Bonjour, bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Armelondo. Alors aujourd'hui je suis un peu, je suis un peu enrhumée, j'ai le nez un peu pris. La semaine dernière en fait, j'ai dû choper un virus, je sais pas, mais ça m'a tellement fatiguée. Donc je fais vraiment cette vidéo, oui je la fais de tout cœur. Ce sera une vidéo en deux parties, donc ça va être la même vidéo et puis je vais faire la partie 1, la partie 2. Parce que si j'essaie de ne pas faire deux vidéos, l'algorithme de YouTube va encore me sanctionner. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des sujets importants à aborder en couple. Et oui, d'abord, j'ai eu la confirmation du divorce en fait d'un couple pastoral que j'admirais, enfin pas que j'admirais, mais que je regardais comme tout le monde de loin et ça m'a encore attristée. Et ça montre encore l'importance en fait de se fortifier, l'importance d'apprendre de plus en plus de plus encore, de ne pas se lasser, apprendre sur c'est quoi le mariage, l'importance d'être marié, comment vivre à deux, apprendre à vivre à deux et toutes ces choses parce que nul n'est à l'abri. Il y a l'année dernière, quand je suis allée regarder leur fille, ils fêtaient je crois 17 ans de mariage, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, 17 ans aurait pu appeler 18 ans, 18 ans aurait pu appeler 19 ans, et puis ensuite. Mais le mariage, c'est vraiment aller travailler. Si vous n'êtes pas prêt à aller travailler, n'allez pas en mariage. Le mariage, c'est vraiment un don de soi. C'est pas, on ne reste pas marié avec la bouche, on ne reste pas marié avec la volonté seulement, on reste marié simplement si on décide d'appliquer les principes. Le mariage fonctionne avec des principes. Pour que ce soit un mariage réussi et qui reste en héritage, qui soit une borne, il faut que les principes soient simplement respectés. À partir du moment où les principes ne sont pas respectés, il sera difficile. Vous pouvez aimer, vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde. Tant que les principes de mariage ne sont pas respectés, je ne pense pas que des personnes puissent demeurer éternellement mariées jusqu'au retour de Jésus. C'est difficile hein, d'apprendre que les gens se divorcent, que les gens se séparent, que c'est vraiment difficile. Je me demande comment on fait pour se promettre l'amour, surtout quand on est chrétien devant Dieu et quand on arrive à ce stade, c'est vraiment difficile. J'arrive à la conclusion qu'il ne faut pas faire semblant. Je crois que quand vous avez des problèmes, ne faites pas semblant. Allez jusqu'au bout, allez jusqu'au fond et réglez vos problèmes. Ne faites pas semblant. Si vous restez marié parce que vous avez peur de ce que les autres diront, waouh, vous finirez par divorcer. Et il y a aussi cet aspect, ne vous dites pas que vous devez absolument rester marié parce que, ok, nous devons être un témoignage. Non. Non, vous êtes marié d'abord pour vous et pour Dieu. Vous restez marié parce que vous réalisez simplement que malgré ce que vous êtes en train de traverser, c'est l'homme ou c'est la femme de votre destinée. Vous n'avez pas à commencer à vivre pour les gens ou à vous maintenir avec seulement à l'idée de que dira-t-on? J'ai échoué. Non, 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 non. Je crois que à partir du moment où on commence à faire semblant ou à se maintenir là, plus pour les bonnes raisons, mais on cherche à se maintenir simplement parce que il faut pas, ça fait pas beau de divorcer ou ça fait pas beau de se séparer. Non, 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 c'est pas beau. C'est triste, hein, c'est triste. J'ai aussi été contactée par l'une de vous qui m'a aussi annoncé qu'elle avait qu'elle avait entamé une demande de divorce parce que son époux était insolent et patati et gnanani et gnanana, qu'elle a surpris en train de flirter avec une fille sur les réseaux sociaux. Et quand elle s'est plainte, lui, il est allé parler à son père. Il a tellement mal parlé à son père et puis voilà. D'où le thème du soir. Alors, le thème de la semaine, parce que ça va être une vidéo en deux parties. Donc, je sors ma fiche. Les sujets importants à aborder en couple. Que vous soyez en cheminement, que vous soyez marié, que vous soyez simplement fiancé. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas au préalable. Ça, c'est la notion de base. Ça, c'est la base même pour fonder un couple, pour fonder un mariage. Vous devez d'abord vous entendre.
Et vous ne pouvez pas vous entendre sur la base des choses auxquelles vous ne discutez pas. D'où le thème d'aujourd'hui. Le premier point que vous devez aborder, marié, fiancé, en cheminement, quelqu'un vous aborde, c'est le premier point. Si vous êtes marié, revenez à ces fondamentaux, c'est important. Si vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec votre conjoint, c'est l'occasion de revenir. Parce que discuter de toutes ces choses vont déjà mettre des mots sur des mots et vont vous aider en fait à mieux vivre ensemble, à connaître l'autre, à appréhender la vie de couple et à anticiper certaines crises. La première chose, vous devez parler de votre enfance mutuellement. Quand vous êtes même marié, vous devez prendre le temps de parler de votre enfance. Pourquoi? Parce que les pleurs, les blessures se forment dès l'enfance. Une femme qui a eu une enfance pas heureuse, une femme qui a été abusée, une femme qui a été violée, une femme qui a été maltraitée pendant son enfance, aura du mal à être une épouse épanouie. Ces blessures vont se fonder là, donc elle va créer un raisonnement, un système de pensée. Une femme qui n'a pas été élevée par son père, idem. Une femme ou un homme qui n'a pas reçu les préceptes de son père. Un homme qui a été maltraité. Un homme aussi qui a été abusé, parce qu'il y a des hommes qui ont été abusés par les nounous. Ça existe. Les blessures, les peurs, les vengeances de la vie viennent de l'enfance. Quand on vient d'une famille extrêmement pauvre, où on a vécu l'injustice, depuis quand on est petit, on se dit, quand moi je serai grand, par tous les moyens, je ne serai pas pauvre. Et donc vous avez des hommes qui sont obstinés ou des femmes qui vont prendre certains chemins dans la vie, simplement parce qu'elles ont eu une enfance où elles ont vécu l'injustice dans la pauvreté. Donc c'est important de parler de votre enfance. Même marié, vous avez 5 ans, 6 ans, 10 ans de mariage, posez-vous et parlez de votre enfance. Quelles sont les blessures? Quelles sont les injustices? Avez-vous subi une maltraitance? Même si ça peut être aussi le contraire. Vous avez eu une très belle enfance, parlez. Parce que si vous avez eu une très belle enfance, il y a certains comportements de votre conjoint que vous n'allez pas pouvoir expliquer. Et j'ai suivi un cours d'un très grand psychologue. Il a dit ceci dans le couple. Il dit, beaucoup d'adultes beaucoup ont des corps d'adultes, mais des âmes blessées d'enfants. Quand vous voyez un homme mal se comporter dans sa cellule familiale, à lui, dans son propre foyer, remontez à son enfance et vous allez simplement voir que soit c'est quelqu'un qui a été maltraité lui-même dans son enfance, soit c'est quelqu'un à qui on n'a pas pris le temps d'éduquer. On n'a pas mis des bornes. C'est juste un enfant qui a grandi dans une cellule familiale et puis s'est fait toute seule. À part aller à l'école, apporter des bonnes notes, à part savoir dire bonjour, au revoir, merci s'il te plaît, ça s'est arrêté là. Mais vraiment les préceptes, les interdits de la vie. Voilà, un homme doit avoir une seule femme, ceci, cela. Ou si son père a eu plusieurs, il a grandi par exemple dans un foyer polygamique ou un foyer où il y a eu de l'adultère, il a vu sa mère souffrir, ça forge son caractère. Donc c'est important de parler de son enfance, de savoir d'où il vient et d'où lui viennent ses blessures, ses vengeances, ses rages. Pourquoi, par exemple, il veut faire telle chose? Il y a des hommes qui font des choses juste parce qu'ils veulent montrer. Montrer pourquoi? Par rapport à une certaine injustice. Leur mère a été peut-être maltraitée par leur père. Et plein de choses s'en suivent. Donc, c'est important de parler de l'enfance. Vous devez absolument parler de votre enfance. En numéro 2, parlez de chacune des cellules familiales. Il doit vous parler de sa cellule familiale et vous devez lui parler de votre cellule familiale. Cellule familiale, vous avez grandi, vous êtes un enfant, je ne sais pas, votre mère vous a eu à 15 ans, ou vous êtes un enfant adultérin, ou votre mère était célibataire, votre père était célibataire. Parlez de ça. Parlez du climat dans lequel vous avez baigné. C'est important parce que quand lui, il aura cette cellule familiale,
il va être un bon fiancé, il va être un bon prétendant, il va être un bon conjoint même. À partir du moment où la cellule familiale n'est pas créée, il y a des choses qui ne vont pas se révéler à la surface. Il y a un certain comportement que lui-même il sait qu'il ne va pas avoir. Mais quand la cellule familiale va être créée, vous allez découvrir un autre homme. Et certains vont dire parfois, mais c'est toi qui me rends comme ça. Mais au fond, c'est faux. Moi, par exemple, je connais cette histoire où un homme était hyper doux, mais vraiment d'une douceur, il n'y avait rien à dire. Et quand on l'a mis dans sa cellule familiale, waouh, ça s'est révélé être un homme colérique. Il a fallu du temps, il a fallu remonter à la source pour que lui-même il confesse devant le pasteur en disant, en fait, mon père, il renversait, il cassait, il balançait les choses quand il était fâché dans la maison. Donc vous voyez, c'est simplement le fait d'avoir recréé le même schéma qui était la cellule familiale qui a fait en sorte que il se révèle être un homme colérique parce que son père peut être un bon travailleur, il peut être un bon père, mais pas un bon époux, pas un bon chef de famille. Donc, dans chaque secteur, il va essayer de capter s'il n'a pas eu du recul en se disant, ça c'est pas bon. Pardon. Et le fait d'en parler va vous permettre d'anticiper certaines crises et surtout de se dire, tu n'as pas, en fait, toi tu as le droit de réagir autrement. Tu as peut-être grandi dans ce milieu, mais tu peux réagir autrement. Et c'est comme ce verset de la Bible qui dit que le sage voit le mal de loin et il s'en écarte. Parce que quand on a trop baigné dans un environnement, inconsciemment, on finit par réagir comme on était dans l'environnement. C'est l'instinct. Si ta mère passait son temps à crier, quand tu vas te retrouver des années plus tard dans la même position, tu vas crier. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas seulement crier. Et il y a beaucoup de femmes et d'hommes comme ça. Ensuite, vous devez parler de vos relations mutuelles avec vos parents. Comment lui, il a été avec son père? Qu'est-ce que son père lui a transmis? Est-ce que son père l'a préparé à être un chef de famille? Et c'est là que vous allez voir des failles. Comment a été sa mère? Est-ce que c'était une femme autoritaire? Est-ce que c'était une femme qui ne laissait personne parler? C'est important. Ça va vous permettre en fait de discuter déjà et de voir que, ok, ça c'est quelque chose que je ne dois pas reproduire. C'est un mauvais schéma. Et ça peut détruire ma propre cellule familiale. Donc, vous devez parler aussi du style de vie. Est-ce que vous étiez vous venez d'une famille pauvre? C'est important. Parce que quand vous venez d'une famille pauvre, le rapport à l'argent est vraiment compliqué. Enfin, pas compliqué, sauf que c'est un rapport à l'argent qui est bien spécifique. Soit vous allez dépenser, soit parce que le fait d'être en manque, de ne pas pouvoir vous acquérir des choses, vous avez tellement vécu dans ce genre de schéma que quand vous allez avoir de l'argent, il va falloir satisfaire cela, dire non, ok, je n'avais pas ça, là je vais faire ça, même vis-à-vis des enfants. Soit vous allez être épingre, vous allez avoir peur de perdre l'argent parce que vous savez que quand il n'y a pas l'argent, ça fait mal. Donc c'est important de parler de ça. Vous devez parler aussi du premier approche sur la sexualité. C'est important. C'est comment c'est fait, pas le premier rapport sexuel, mais l'entrée en sexualité. Le premier approche sur la sexualité, c'est important d'en parler. C'est important. Deux personnes ne peuvent pas marcher si elles ne s'entendent pas au préalable. Beaucoup de couples subissent, au lieu de vivre, au lieu de s'harmoniser, au lieu d'évoluer ensemble, au lieu de créer de belles choses ensemble, beaucoup de couples sont en train de suffoquer. Ils suffoquent simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de communiquer, d'échanger sur ces sujets importants du quotidien. La sexualité, la première approche avec la sexualité. Comment ça s'est passé? Les idées reçues, c'est important. La pornographie, la masturbation, les partous, la prostitution. Comment était le premier approche avec la sexualité, c'est important. Les hommes ont une manière d'aborder la sexualité, les femmes ont une autre manière d'aborder la sexualité. Et pour éviter tous les problèmes, vous devez en parler. Vous devez poser des questions comme « Que penses-tu de la pornographie? Que penses-tu de la masturbation? Que penses-tu de la partouze ?» Mais tout en étant
sans avoir un esprit critique. Il faut être ouvert. Quand l'autre vous exprime ce qu'il ressent, même si c'est erroné, ne l'arrêtez pas. Ayez un esprit ouvert. Je prends ma deuxième fiche. Ayez un esprit ouvert, pas un esprit critique. Et là, ça va commencer, ça va vous permettre en fait de pouvoir poser des mots sur des mots. Un homme ou une femme, parce qu'il faut le dire aussi, qui a eu son approche de la sexualité par la pornographie, va réagir différemment. Par exemple, le sexe, pour elle, ce sera moins sans tenir compte de l'autre. C'est je chosifie l'autre, par exemple. Quelqu'un qui a eu l'habitude de se satisfaire par la masturbation, ça va être le plaisir solitaire. Donc, elle ne va pas permettre à l'autre de découvrir qui elle est. Elle va se renfermer et elle va se créer la personne. Elle va se créer un schéma et ça va créer beaucoup de choses. Et ensuite, il y a tout ce qui est de toute manière, tout ça c'est erroné. Il y a le fait que comment ma première éducation sexuelle, déjà en Afrique on n'en a pas, c'est dommage. C'est encore tabou alors que ça ne devrait pas être tabou. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est les amis? C'est la télévision? Est-ce que j'ai surpris des parents? Et comment c'est par l'inceste? C'est par le viol? Comment était cette première approche? C'est important. Ça va vous montrer en fait qui vous avez en face de vous et ça va vous permettre en fait de mieux vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un dont vous n'avez pas des informations, ces informations aussi importantes. Ensuite, vous devez parler de l'argent. Les couples parfois, et ça je l'ai débattu, fatigué. Hein. C'est pas que les gens ne s'aiment plus. La pression financière fait en sorte que les gens se séparent. L'argent là, quand il n'y a pas l'argent et que vous n'êtes pas mature, c'est que vous êtes là et puis vous ne vous dites pas, ok, on n'est pas là pour l'argent. On n'a pas défini notre relation sur l'argent. Ensemble, on va y arriver. Quand il n'y a pas l'argent, les couples se séparent. Quand votre regard est porté sur l'argent, les couples se séparent bien. Les grandes tensions dans le couple arrivent pour deux sujets. Le premier sujet, l'intimité, la sexualité. Le deuxième sujet, l'argent. Et il y a une tendance, là où il y a l'argent, la femme va se taire. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas bon. Le stress lié à l'argent. Mais l'argent, c'est un tout. La Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent, c'est un tout. C'est quand on dit l'argent, là, c'est tout ce que ça peut procurer. Le bien-être, le fait de bien manger, de se soigner, de se projeter dans l'avenir, de déménager, de voir. C'est tout ça, là. Le fait de se vêtir, c'est tout ce qui vient là. Tout ce que l'argent peut permettre d'acquérir. Alors, quand il y a un couple n'a pas d'argent, ou passe son temps à traverser des crises, attention, quand on investit, c'est quelque chose. Quand on investit, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent. On a priorisé nos dépenses et on les transforme, on les investit pour les retrouver plus tard. C'est différent. Quand il n'y a pas d'argent, c'est que tu ne peux pas te projeter dans l'avenir. Ça crée des crises. Quand tous les jours pour manger, c'est difficile, ça crée des crises. Ça crée des énormes crises. Il faut faire attention à ça. C'est important. Donc, ça, c'était la partie 1. Maintenant, je vais enchaîner directement avec la partie 2. Que Dieu te bénisse. Alors,